Ouais, je sais ce que vous allez dire. Ouais. C'est plus l'heure, GeekFio, de mettre des pubs de Noël. Ouais, ok. Tu es en retard pour le 13600K. Ouais, bah ça j'étais déjà au courant. Quoi, elle est pas bien mon écharpe? C'est ça le problème? Franchement les gars, regardez, on est tout beau pour... J'ai habillé le setup dédié à cette vidéo. J'ai fait ça bien. Plus sérieusement, les gars chez Intel, ils ont pas été cool. Alors, je vois déjà arriver comme d'habitude les commentaires. Oui, de toute façon, ce mec est sponsorisé. Ils auront littéralement vu les 15 premières secondes en me disant, de toute façon, ce mec-là, il est sponsorisé. Puis de toute façon, il va jamais nous raconter les vraies performances. Et puis vive Ryzen. Alors, à tous ces gens-là qui ne connaissent pas ma chaîne, non. D'ailleurs, Intel, on va se le dire, il est bien le pull de Noël. Hein. En vrai, je le mettrai de temps en temps à Noël. Juste, vous auriez pu m'envoyer du XXL, hein, parce que dans du XL... Ah, vous avez compris, quoi. Et salut les potes, c'est GeekFio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur le 13600K, le meilleur CPU pour le gaming. Je sais pas si je vais le nommer comme ça. Parce qu'en vrai, je pense qu'on va aller plus loin que juste le meilleur CPU pour le gaming. Mais enfin, trêve de bavardage. Lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, hein, si vous aimez cette vidéo, bon vous commencez à le savoir, mais on like, on s'abonne, la petite cloche c'est important, les réseaux sociaux, tout ça. Si vous avez peut-être pas suivi, récemment on a fait un truc sympathique avec Intel, donc pensez à nous suivre aussi sur les autres réseaux, c'est important. Bon alors déjà on va commencer par le point, c'est que je suis dans mon setup, et je vais crever de chaud, donc regardez, hein, on va faire 1, 2 et 3. Ah! La magie du montage. Bon, maintenant qu'on est prêt et fin prêt à parler des Intel, j'aimerais, bien entendu, encore une fois, je vais vous dire, oui, j'avais pas le temps, oui, j'ai eu ça, oui, j'ai eu ci. En vrai, c'est pas tout à fait faux. Je vais encore vous trouver des excuses. Et d'un autre côté, je sais que vous attendez toujours mes tests et que j'ai beau sortir des CPU 2 mois, 3 mois. Le dernier que j'ai sorti en date, je crois, j'ai mis 9 mois à le sortir. Après sa date de sortie, et vous avez quand même explosé les stats. Donc je vous remercie déjà d'avance, puisque je sais que vous êtes incroyable là-dessus et que malgré que je sois toujours en retard pour mes tests, vous êtes toujours présents. Et là d'ailleurs, ça va être encore plus intéressant parce qu'on a une autre plateforme qui est sortie, donc que demande le peuple. Bon, pour commencer ce test sur les Intel, on va faire le point sur les Ryzen. Autant que je les aurais testés au début, j'aurais été vraiment salé, et je le suis un peu toujours, hein, parce que la plateforme est pas incroyable, mais au moins depuis, on a eu des descentes de prix dans les cartes mères, on a eu des descentes de prix dans les CPU, et la DDR5 a fait diviser par 2. Donc est-ce que maintenant, j'insiste, ça vous intéresse toujours d'avoir des tests des Ryzen 7000. Dans le principe, je peux les rajouter dans mes slides de benchmark, j'en fais pas de vidéo. Ou alors, j'en fais une vidéo dédiée de chaque CPU, d'ailleurs dites-moi quel CPU vous voudriez que je teste, et ou, sinon, je fais une seule et grosse vidéo sur les Ryzen 7000 où je les pète tous dedans, avec une ou deux cartes mères, et puis on parle de toute la génération. Alors si on fait ça, je vous avoue que c'est bien et pas bien, parce que d'un autre côté, j'ai pas mal de cartes mères à vous montrer. Donc ça va vraiment être en fonction de vous, et d'un autre côté, je me vois mal sortir les Ryzen 7000 dans 4 mois, sachant que c'est pas les CPU les plus incroyables qu'on ait eu, et qu'on attend quand même les Ryzen 7000 X3D. J'ai aussi le 5800 X3D entre temps, et je sais que le CPU est sorti depuis bientôt 9 mois aussi, non 9 mois, je sais plus. Dans l'idée, est-ce que vous voulez aussi que je vous en sorte un test dédié, sachant que le CPU est vraiment intéressant maintenant, puisqu'on le retrouve dans les 300 €. Maintenant, il y a peut-être un intérêt concret de tester ce 5800 X3D, ou sinon, encore une fois, je le rajoute dans les benchmarks. Voilà. Bon, les amis, maintenant qu'on a fait le tour de la question sur ma chaîne, puisque finalement c'est toujours vous qui décidez des benches, etc., de comment on fonctionne sur la chaîne, c'est toujours ce que je trouve le plus important, c'est que ça parte de vous. Maintenant on va parler un peu de l'architecture d'Intel. Quelle est la grande différence entre l'architecture des 12e génération et des 13e ? Effectivement, il n'y en a pas. La grande différence, les amis, va se jouer sur le très haut de gamme, hein, le 13900K, où là par contre on a des différences assez incroyables. Hein. On est passé de 8 cœurs performance, 8 cœurs efficiente à 8 cœurs performance, 16 cœurs efficiente. Du coup on a aussi eu du cache L2 plus haut pour chaque cœur, du cache L3 plus haut en général. En gros, c'est les grosses améliorations du passage de Alder Lake à Raptor Lake. Intel nous annonçait 15% en single thread, on va voir si c'est réel ou pas.
Il nous a annoncé une performance du 12900K ou 13900K de 50%. Voilà, enfin tout ça on le reverra dans une autre vidéo dédiée au 13900K. Mais clairement, moi le CPU quand même que je voulais absolument vous sortir dès le début, en tout cas dans les 13e, et que je voulais pas le louper quand même, c'était le 13600K. Simplement parce que le 12600K, à mon sens, c'était déjà le CPU le plus intéressant à la sortie. Le 13600K l'est encore plus, parce que il est quasiment au même prix. Alors quand je dis quasiment, on a vu de petites hausses passer par là, mais en vrai pour les 40 ou 50 € de plus, on reste sur un CPU qui reste genre ultra intéressant, et vous allez le voir au fur et à mesure du test. Alors chez Intel on est toujours sur l'architecture hybride, donc les cœurs performance, des gros corps qui vont permettre de booster à fond avec une fréquence de ouf et de performer dans les jeux vidéo, etc., etc. Et on a les cœurs efficientes qui vont finalement venir aider le CPU dans les tâches, tout ce qui est multitasking, tout ce qui va être rendu, tout ce qui va être encodage, tout ce qui va être création, Adobe, etc., etc. Et c'est aussi les efficientes qui vont passer par là et qui vont soutenir le CPU. Vous savez, ce grand moment où on se dit « Oh tiens, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de cœurs », c'est ces moments-là où les efficientes vont venir jouer. Alors là, on est plus efficient maintenant sur ces efficient core, on est plus sur du Skylake Plus, donc on arrive avec des cœurs qui sont quasiment équivalents à des cœurs de 7e génération, pour vous recalculer, ça fait un 7700K, juste les corps efficientes, hormis les corps P, donc au final, ça commence à devenir discutable. Alors il y en a beaucoup qui prennent ces cœurs efficientes pour des cœurs qui sont inutile. Alors comment vous dire les amis, d'ailleurs ça pourrait être une vidéo intéressante un jour, c'est que je fasse une vidéo où on n'utilise que les efficient core. J'ai vu plein de vidéos justement où vous utilisez que les P-core, et pourquoi pas faire l'inverse, utiliser que des efficientes, juste pour voir ce que ça ferait en termes d'impact sur le CPU. Je me dis ça pourrait être rigolo. Et du coup, le i9, vu qu'il a plus de corps efficientes, les autres CPU de la gamme en réceptionnent aussi beaucoup plus. Alors quand je dis beaucoup plus, vous allez comprendre que ça va vite changer la donne. Avant, notre 12700K avait 8 corps performance, 4 cœurs efficientes, maintenant il y en a 8 cœurs performance, 8 cœurs efficientes, et notre 13600K, et là c'est la grande différence, c'est qu'il passe de 6 cœurs performance, 4 cœurs efficientes, à 6 cœurs performance et 8 cœurs efficients. Et là vous allez vous dire, ouais, d'accord, et qu'est-ce que ça va nous changer? Alors si on repositionne, et quand on les met côte à côte au niveau des cœurs, on pourrait vite se rendre compte que notre 13600K, il pourrait être équivalent à ça. C'est sûr que pour beaucoup, ils sont en train de se dire comment un i5 pourrait être équivalent à un i9. Alors déjà juste pour positionner, quand le 12600K est arrivé, il a balayé littéralement tous les i9 d'avant. Et ça c'est juste impressionnant, c'est de se dire que maintenant, un i5 peut équivaloir au i9 de la gêne d'avant. Mais le prix est juste divisé par 2. Maintenant il a baissé, on est à 560, 570, 600 € moyen. Et notre 13600, on le trouve à 350, 360, 370 €. Comment vous dire que quand tu regardes la différence de performance, tu te dis qu'en plus avec un petit overclocking des familles, le 13600K, il vient faire... Au revoir. Maintenant qu'on a fait le tour de l'archi, je vous montre quand même une petite puce ici, de voir un peu comment ça se positionne à l'intérieur au niveau des corps. Mais comment vous dire que moi je suis ultra impressionné, et dès qu'ils ont fait l'annonce, pour moi le 13600K, d'ailleurs on avait fait une annonce où on avait du public, etc., etc. Quand on nous a posé les questions juste après, moi j'ai dit le 13600K, vous verrez les gars, il va tout casser et il va être quasiment aussi perf qu'un 12900K. Et je suis content parce que j'ai eu raison, Et au final, c'est juste impressionnant de voir ça, le gain de performance d'une génération à l'autre. Alors, faut quand même repositionner que Alder Lake a été un grand tournant pour Intel, avec l'architecture hybride, tous les problèmes que ça a engendré aussi. Mais derrière, d'une génération à une autre, en un an, les gars, c'est-à-dire que le i5 a rattrapé le i9. Je sais pas si vous voyez, mais ça ne se faisait plus depuis bien longtemps. Et encore avant, je me souviens d'un 7700K qui était ni plus ni moins qu'un 6700K, puis on a eu un 8700K où on nous a juste mis 2 cœurs de plus, et etc., etc., etc. On n'avait plus de gains d'IPC, il n'y avait plus la hype qu'on a à l'heure actuelle. Et là, Intel refont très fort, parce que chaque gène, il nous sort un i5 équivalent à un i9, on va aller loin, très loin. Alors on est toujours basé sur Intel 7, quand il dit 7, c'est pour dire 7 nano, mais en réalité on est sur 10 nanomètres donc par Intel. C'est la même finesse de gravure que pour Alder Lake, donc pas de grande surprise. Sûrement amélioré, et encore amélioré là je pense pour une génération, c'est un peu les leaks qu'on aurait, on n'aurait pas les 14e, enfin en tout cas les nouveaux CPU, la nouvelle architecture tout de suite, on aurait peut-être des Raptor Lake Refresh, à voir un peu comment ça va se positionner. Bon, maintenant qu'on a vraiment fait le tour de l'architecture hybride, on va quand même vite fait faire le tour de toutes les puces. Alors on a le 13900K
avec donc 8 corps P, 16 corps E, annoncés à 253 watts de consommation à 5,8 GHz et 4,3 GHz pour les cœurs efficientes. Le 13700K, 8 corps P, 8 corps E, 253 watts, lui aussi annoncé, 5,4 GHz de boost sur les cœurs performance, 4,2 sur les efficientes. Notre 13600K, donc le CPU qu'on teste aujourd'hui, avec 6 corps P, 8 corps E, 181 watts de consommation annoncée, 5,1 GHz sur les corps performance, 3,9 sur les corps efficients. Et depuis les gars, et c'est justement l'intérêt de sortir cette vidéo maintenant, c'est qu'on a les non-K qui sont arrivés avec le 13500, qui est aussi un 6 cœurs P, 8 corps E, 154 watts annoncé, 4,8 GHz et 3,7 pour les cœurs efficients. Et pas si vous le sentez, mais pour moi ce CPU là, le 13500, c'est un 13600K, un chouïa bridé de pas beaucoup, hein. Et quand je vois les prix, on a déjà vu des prix droppés sur Alternate à 280 €, les gars, pour un 13500. Si c'est le cas, que ça fonctionne bien, bah, je sais pas vous, mais j'ai bien envie de faire un test. Alors dites-le moi du coup, quel CPU Intel vous avez envie en test par la suite, parce que bon, je comptais faire le 13900K dans la foulée, mais si jamais un 13500, un 13400, 13100 vous tenterait plus, dites-le moi tout de suite. On a ensuite le 13400, qu'on pourra aussi trouver en 13400F à 230-240 € là d'ailleurs. 6 corps performance, 4 cœurs efficientes pour 148 watts annoncés, 4,6 en boost et 3,3 pour les cœurs efficientes. Et le 13100, 4 cœurs performance, 60 watts d'annoncé et 4,5 en boost. Donc là on est juste sur des corps performance pour le i3. Et comme vous pouvez le voir, le 13400 les gars, pareil, gros gain, puisque on se retrouve avec les mêmes cœurs que pour le i5 12600K. Donc encore une fois, dites-moi quel CPU vous avez envie qu'on teste, puisque si je me réfère un peu à ce qu'on a pu voir, le 13400F devrait être équivalent au 12600K. Si on peut l'overclocker, ça va être une grosse bombe. Souvenez-vous le 12400, hein, si vous vous souvenez pas, je vous le mets ici, là quelque part. On avait rattrapé le 12900K, donc si on peut les overclocker, on va se régaler. Et le 13500, ça peut être ni plus ni moins que le même que le 13600K pour moins cher. Bon, maintenant que ça fait aussi un an qu'on est sur cette génération, on a un backup aussi de tous les problèmes qu'on a pu avoir. Hein. On va pas parler de Windows 10 qui ne lançait que les cœurs efficientes sur certains benches, ou que les cœurs performance, ou peut-être encore à l'heure actuelle, Firestrike qui ne gère toujours pas tous les corps, où on peut se voir que d'un OS à un autre, on se retrouve avec 6 ou 7000 points de moins. Je doute fortement que ce soit que le processeur qui décide d'un OS à un autre d'avoir moins de points. Donc je pense qu'il y a des problèmes encore sur l'OS Scheduler. Alors qu'est-ce que c'est l'OS Scheduler les gars? C'est un truc qui est géré avec Windows et qui va discuter si vous voulez avec le CPU en continu et qui va dire là je veux utiliser Performance Core, là je veux utiliser Efficient Core, là je veux utiliser les deux en même temps. Et sur certains OS, surtout Windows 10 au début, on avait énormément de soucis. Alors quand je dis énormément, remettons tout à sa place, disons qu'on avait des fois des cœurs et d'autres corps qui ne se lançaient pas ou ne se lançaient pas complètement. Au fur et à mesure des mages, ça a commencé à disparaître et d'ailleurs on en a quasiment plus. Moi je le vois encore la différence là parce que si tu passes d'un Windows 11 à un Windows 10, t'as pas les mêmes CPU scores etc. Quand nous on fait du bench. J'avoue que je le vois beaucoup moins de différence, en tout cas sur la 22H2 de Windows 10, en termes général sur tout ce qui est bench classique, V-Ray etc. Enfin tout ce que j'utilise en bench pour les CPU, plus de différence. Donc le protocole en tout cas, j'ai plus de diff. Mais pour les gens qui font des tâches spécifiques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour Intel, parce que si vous ne le croyez pas, peut-être, ils vont quand même regarder les commentaires et ils sont quand même vachement à l'écoute de la commu, donc, et de la commu qui s'y connaît encore plus. Donc si vous avez des retours encore de problèmes avec, je sais pas, les 12e ou même vous êtes déjà des 13e, n'hésitez pas à le dire, j'ai tel problème sur tel OS avec tel truc, voilà, telle carte mère, pour leur faire remonter à Intel, peut-être que eux pourront régler le souci dans une mise à jour ou le faire remonter à Windows. C'est toujours un plus et c'est aussi le but de ma chaîne les gars, c'est de faire évoluer les choses. Donc si on peut faire un transfert de vous à Intel, c'est mieux. Sinon, un an est passé, j'ai pas grand chose à dire de plus, hormis que c'est un an qui se s'est plus ou moins bien passé. Au fur et à mesure des événements, on a bien pu voir que on n'a pas eu vraiment de problème avec l'archi hybride, malgré tout ce qu'ont pu dire les pros AMD, et on ne parlera pas que bientôt avec les 7000X 3D,
Ils vont aussi passer par une archi hybride, et vu qu'il y a des cœurs qui seront dédiés au gaming et qui seront qu'à 5 Go, et qu'on aura d'autres corps qui seront à 5,7 classique. Donc je me demande bien comment AMD va gérer tout ça sans version hybride. Donc bon, les amis, encore une fois, ne soyez jamais réfractaires à une techno, même si au début il y a quelques cafouillages et quelques couacs, c'est le temps que ça se mette en place. En tout cas, moi j'ai pas vraiment ressenti de problème sur les 12e et j'en suis même plutôt très content. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est des CPU qui sont vraiment ultra performants. Bon là maintenant vous êtes en train de vous dire, bon Jig c'est bien, hein, tu nous as blablaté l'archi, tu nous as blablaté tout ça, ça fait genre 2 mois que t'es en retard, on s'en tape un peu. C'est quoi la différence entre Alder Lake et Raptor Lake? Comme je vous ai dit, il n'y en a pas vraiment. Vraiment, ça va être le cache L2, L3. Donc du cache L2, on passe de 1,25 MO à 2 MO par corps. Donc démultipliez quand il y en a 6, quand il y en a 8, hein, on va gagner en cache L2 quand même pas mal. Et en cache L3, les gars, par exemple, le 13600K passe à 24 MO comparativement à 20 MO au 12600K. Alors comme ça, c'est vrai que ça vous parle pas trop, mais bon, ça va aider pour tout ce que va faire le CPU en tâche, que ce soit en gaming ou même en applicatif, donc c'est toujours un plus. Petit bémol les amis, hein, pour ceux qui écoutent cette vidéo maintenant, puisque maintenant il y a les 13000 non-K. Les 13000 non-K, on n'est pas sûr d'avoir une puce Alder Lake ou Raptor Lake. Hein. Forcément, ils vont faire des économies sur l'une et l'autre puce, pour finalement écouler les Alder Lake aussi. Ce serait un mix de puces entre Alder Lake et Raptor Lake, donc vous aurez toujours les performances annoncées par le CPU, mais si par exemple vous allez l'overclocker, vous saurez jamais si vous aurez des performances en plus avec une puce Raptor Lake comparativement à une Alder Lake. Ça va être un peu au petit bonheur la chance. Pour les plus fans d'overclocking entre nous, il va falloir bien choisir son CPU. Et enfin, une autre différence qui est notable, c'est la gestion de la RAM. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais les 12e, l'overclocking RAM, ça se montait à 7000, allez 7002, de temps en temps, vous voyez des 7004, les plus forts, ils montaient plus haut, mais c'était la grande moyenne, c'était du 7000 plus. Maintenant les gars, 7002 c'est une norme. Le contrôleur mémoire du CPU est meilleur, les cartes mères sont meilleures et les RAM sont meilleures, on a d'autres puces qu'avant. On arrive à monter beaucoup plus facilement en fréquence. Alors c'est pas ce que je suis en train de dire, je l'ai vous voir arriver, oui, mais moi aussi, mon 12900K, l'overclocking mémoire, je lui fais prendre 8000, bien sûr, mais c'était pas le cas de tous les CPU et on a quand même un IMC qui est beaucoup plus agréable déjà sur la deuxième version que sur la première. Donc on voit des gains arriver petit à petit et c'est quand même assez appréciable. Bon, arrive le passage sur les cartes mères, parce que vous avez pu voir qu'on est passé sur des Z790 et des B760, alors on a aussi les H, hein, H770 et H710, c'est pas les cartes mères qu'on a le plus l'habitude et qu'on utilise le plus couramment sur la chaîne ou en termes général. Donc on va rester sur les Z et les B. Pour le coup les gars, la Z790 que moi j'ai utilisé pour tous les benches, hein, c'était la Z790 Apex, que dire les amis, PCB qui est juste magnifique, hein, en termes esthétiques, c'est la plus jolie de toutes les Apex que j'aurais jamais eu. Et pourtant, Dieu sait que, il y a encore pas si longtemps, je disais, franchement, pour les 10e génération, la 490 c'était vraiment magnifique et tout, enfin j'avais vraiment kiffé. Et franchement, ils se sont ultra appliqués. On est sur une carte mère avec 2 slots de RAM plus proches du CPU pour aller chercher le plus de fréquences possible et avoir les timings les plus serrés, etc. etc. On connaît, hein, l'Apex maintenant, elle est plus à présenter, hormis que son prix est juste ultra aberrant. D'un autre côté, Asus, qu'est-ce que je peux vous dire hormis félicitations, puisque cette carte mère, hein, je vous affiche un slide, un autre slide, il y a plein d'autres slides, c'est eux qui ont maintenant les records de fréquence CPU, hein, on a passé les 9 GHz, c'était une barre symbolique avec cette carte mère. Alors je doute pas que les cartes mères aussi ont été triées, hein, il n'y a pas eu que le CPU, mais pour le coup c'est juste impressionnant et c'est beau pour nous les overclockers de voir ça, et cette carte mère est juste magnifique. Alors à l'intérieur on a plein de goodies, on a même un truc où on peut voir pour l'overclocking avec un compteur de mégahertz, on peut mettre notre score mégahertz et le garder en porte-clés. Enfin voilà, c'est des trucs fun, ça justifie à mon sens pas le prix, et ça reste quand même très cher pour une carte mère. Hein, il faut repositionner, on est entre 800 et 900 € en fonction des revendeurs. C'est la plus chère de toutes les Apex qu'on ait jamais eu quoi. Faut quand même le repositionner, mais derrière on est sur une carte mère qui est juste impressionnante dans tout ce qu'elle sait faire. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de ça pour un 13600K ? Clairement pas, et c'est pour ça que c'est intéressant de venir en parler, parce qu'on a les B
760. Carte mère où on ne pourra pas overclocker, on récupère quand même l'overclocking de la RAM, et surtout on peut les passer en DDR4. Alors que ce soit l'une ou l'autre, Intel n'a toujours pas bloqué là-dessus, on peut passer en DDR4 en fonction des cartes mères. Vous aurez bien compris que les cartes mères les plus haut de gamme, ce sera que de la DDR5, surtout en Z, il y en a de moins en moins en DDR4, c'est vraiment entrée de gamme des marques, et on a les B qui viennent se rajouter là-dedans avec la DDR4, la DDR5 pour les plus haut de gamme pour le coup, et voilà, vous faites un peu votre mix. Maintenant, quelle est la vraie différence entre une Z790, une B760 et les anciennes générations? Quelques USB, quelques gestions de PCIe. En vrai les gars, pour une utilisation classique, je veux dire pour monsieur tout le monde, les Z690 étaient pétés au niveau des alimentations, des USB, etc. Enfin c'était déjà ultra haut de gamme. Les B660 on en a vu qui étaient ultra haut de gamme aussi, hein. J'ai pu vous en montrer avec la DDR5, on pouvait overclocker le 12400, etc. Enfin, c'était dingue. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces cartes mères? Je reste dubitatif. Hormis le gain de la RAM, où on pourra peut-être aller chercher un peu plus haut, hein, comme je vous ai dit, du 7000, 7002 ça passera, peut-être par la suite du 8000 ça passera aussi. Je vois pas vraiment l'intérêt. Hein. Si vous comptez pas avoir de la RAM ultra cadencée et aller cloquer de ouf votre RAM, et encore en fonction des Z690 que vous allez prendre, ça passera. Disons que je vais prendre du recul. Ça reste d'excellentes cartes mères. Attention, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Là-dessus les gars, même en B760, là, vous passez un 13900K, enfin faut juste voir les VRM, le refroidissement, etc. comment c'est fait, c'est juste magnifique, hein. On est sur quelque chose d'ultra solide. La teuf là-dessus, d'ailleurs, est juste incroyable au niveau du refroidissement, et pourquoi pas même un jour en faire un test dédié, mais vous allez voir que les cartes mères, elles sont vraiment surdimensionnées pour les CPU qu'on vient foutre dessus. Donc en vrai, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Voilà, je reste en retrait. Maintenant, vous savez que plusieurs possibilités sont là, que ce soit en Z690, Z790 pour l'OC, B660 et B760 en fonction de ce que vous voulez et de votre budget. Malgré tout les gars, la plateforme reste quand même assez chère, il faudra compter entre 150 et 200 € de billets d'entrée pour une CM correcte. Mais vous allez voir que pour un 13600K, on a déjà besoin d'une CM correcte. Donc pensez quand même à mettre un billet dans la CM, il va falloir réfléchir tout de suite ça dans le budget, et après en fonction de DDR4 ou DDR5, et maintenant la DDR5 devient de plus en plus intéressant, on y reviendra après. Je pense qu'on a fait le tour maintenant de tout ce que j'avais à présenter, donc on va parler de la config de test, hein, qui n'a jamais changé sur tous les CPU, donc on sera toujours sur ma 6900 XT, qui n'a pas changé. On sera toujours sur la même alimentation, la 1300 watts en tech. On sera donc avec le 13600K et l'Apex Z790. La petite différence les amis, c'est qu'on a pu tester les RAM en 7200 C34 de chez G-Skill. Et ça, vous allez voir que ça change clairement la donne. Quand on a un bon kit de RAM, les CPU se font plaisir. Alors avant on était en 6400, pas de grande différence vous allez me dire, mais voilà, c'est notable. Là, le kit de RAM est beaucoup plus violent. Ça va avec l'architecture. Et comme d'habitude les amis, on est toujours sur ma plateforme avec les 10 jeux qu'on a fait depuis bien longtemps. Donc là, on va faire le petit comparatif comme d'habitude. Trêve de bavardage, lancement.
Et nous revoilà les potes. Alors comme vous avez pu le voir, le 13600K, il dépote hein, quand même. Il vient donc sortir le 12900K dans quasiment tous les jeux. Quand je dis quasiment, hein, c'est pas pour dire tous, il y a un ou deux où il vient se défendre avec le 12900K. Et au final, on peut le positionner, hein, parce que maintenant on connaît un peu les performances, mais même face au Ryzen 7000, on sait qu'ils sont plus ou moins équivalents au 12900K, si 13600K est devant. Pas besoin de vous faire de dessin, mais on passe devant les Ryzen 7000 aussi dans les tests. Bon alors, il faut quand même nuancer les amis, parce que en vrai, entre le 13600K et le 12900K, c'est pas non plus incroyable, hein. On parle de 1% de performance en plus, et quand on réfléchit que notre 12400 OC était juste derrière le 12900K d'1%, faut se dire qu'entre un 12400 qui coûte maintenant 180 € et un 13600K qui coûte quasiment le double si on n'a pas de chance sur le revendeur, on va pas se mentir que c'est pas non plus incroyable le gain donné. Mais derrière, il faut avoir le bon CPU, l'overclocking, etc. etc. hein, c'est non négligeable. Enfin, le 13600K, on peut se dire qu'encore une fois, le i5 vient rebalayer le i9 de la gêne d'avant, même en gaming, et ça c'est assez impressionnant. Comparativement au 12600K, on a aussi un gain qui lui est par contre moins négligeable, hein, 5,5% de différence, et ça, ouais, c'est violent. Alors je tiens aussi à faire le point, parce qu'à chaque fois j'ai ce commentaire là, mais Jig, pourquoi tu testes en 1080p et pas en 1440 et en 4K? Le but les gars, c'est de faire le plus gros distinguo, et là où le CPU va jouer le plus. Dites-vous que si vous allez jouer en 1440p et en 4K, vous verrez moins les différences que ce que je suis en train de vous citer là. Et là déjà, on n'a pas beaucoup de différence, hein. 1%, 5,5%, même si 5% c'est un peu plus quand même, c'est pas non plus incroyable. Et je vous ai déjà dit, et je le redirai jamais assez, pour moi un CPU, oui, il y a un intérêt de le changer, mais dans une certaine limite. Ou alors d'avoir des cartes graphiques qui sont surdimensionnées. Et là, je vais repositionner le fait que certains testent avec les 4090, etc. Alors moi, à l'époque, j'ai choisi la 6900 XT aussi, hein, parce que c'était la carte la plus perf qui permettait de donner un max de FPS. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut vraiment voir une différence entre les CPU et vous dire, bon, bah là, vous aurez voilà, une telle différence, mais vous, dans votre configuration, vous le ressentirez jamais, parce que si derrière, vous êtes avec une 6700, vous verrez jamais la différence entre le 13600K et le 12900K à 1%. Faut juste repositionner, les gars, que 5% de 300 FPS, ça fait jamais que 15 FPS. Hein. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on a 300 de FPS, 15 FPS, je suis pas sûr que tu le remarques vraiment. Juste pour le repositionner, vous voyez, alors c'est bien pour vous dire, oui, il est plus performant, oui, c'est plus intéressant de le prendre par le rapport performance-prix, au niveau du prix, par FPS, etc. Moi, c'est pas du tout là-dessus que je me base sur les CPU, et à mon sens, un CPU devrait d'abord se baser sur tout ce qui est synthétique, tout ce qu'on va pouvoir faire avec, parce que si on peut jouer streamer, si on peut aller faire du rendu, plus qu'avec un autre CPU, gagner du temps, etc., ça va être quand même beaucoup plus intéressant. Oui, derrière, les gars, le 13600K est plus performant que tous les CPU de les gènes avant, ça c'est plutôt bueno. Maintenant, de là à vous dire achetez-le absolument pour du gaming, regardez bien où sont positionnés votre CPU à peu près là dans la liste que je vous affiche, et si vous voyez que vous êtes à 5-10%, je suis pas sûr que l'intérêt soit vraiment dans le CPU, à moins que vous ayez envie d'acheter une 4090 pour aller jouer en 1080p. Va plus falloir mettre le budget dans la CG et se dire ah bah tiens, je peux partir sur une 7009, une 4080 ou autre, 4070, vous avez compris l'idée, et mettre le budget plus dans la CG que dans le CPU. Beaucoup de monde ont peur du bottleneck, alors que le bottleneck arrive dans certaines situations précises, etc. etc. Là, à l'heure actuelle, la seule chose qu'on peut noter, c'est que le i5 est plus performant en gaming, point barre. Bon, maintenant on va arriver dans les performances synthétiques, et là c'est justement l'intérêt de ce CPU, vous allez comprendre que ça va prendre tout un sens, parce que en synthétique, ce CPU, une dinguerie, mais genre incommensurable. Franchement, j'étais là, je me suis dit non mais franchement, c'est genre complètement nain. Allez, vous savez quoi? Trêve de bavardage, lancement.
Et nous revoilà les potes. Et là vous avez pu voir qu'en synthétique, il n'y a pas beaucoup de CPU juste au-dessus du 13600K et ça c'est juste impressionnant. Parce que là les gars, on vient faire la course comme je vous ai dit au 12900K, on vient faire la course au 5950X, on vient faire la course au 10980XE pour repositionner, hein, c'est un CPU 18 corps professionnel, ça valait quand même 1200 €, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là tu te dis, je suis sur un i5. J'ai juste envie de positionner les gars que même pour du professionnel, ben ce i5, vous l'achetez, il vous suffira largement en fait. Disclaimer, si vous faites Interstellar, bon d'accord, mais je veux dire pour une utilisation de monsieur tout le monde dans, allez, 98% des cas, vous n'aurez pas besoin d'un CPU plus gros que celui-ci. C'est juste impressionnant les performances. Faut repositionner qu'il y a encore un an, les gars, quand on vous disait ouais, vous avez le choix avec un 5950X, un 12900K, c'est incroyable, les performances. Là, on parle d'un i5 à 350-370 €. C'est juste ouf. En termes de perf, vous avez les mêmes en rendu à quelques secondes près, vous avez les mêmes en encodage, décodage, j'ai rien à dire. Ce i5 est juste bluffant de performance. Et ça, il n'y a rien à dire. Et je vous avoue que je suis encore plus impatient de voir celui-là, le 13500, parce que si, comme je vous ai dit, il est aussi performant à quelque chose près, hein, ça va se jouer à 4 ou 5%, que le 13600K, mais ça va être une dinguerie. Il faut juste se dire que ce CPU, il est encore moins cher. Je vous ai dit, on trouve déjà 280 € chez certains revendeurs. Si on arrive à avoir cette performance-là, ben, la performance d'un i9 pour 280 €, c'est juste impressionnant. Oui, je suis vraiment impatient de passer par le test, parce que un 13500, les gars, si on arrive au même perf, mais c'est... Et alors, si on peut l'overclocker... Parce que justement, je sais pas si vous avez vu dans les slides, en synthétique, je fais toujours un peu de slides OC, non OC, et là c'est pareil les gars, on voit les performances qui sont juste incroyables. Quand on ne dépasse pas les autres i9, le 5950X ou le 10980XE, OC, on le fait. Et d'ailleurs, OC, on monte haut, hein, on monte jusqu'à 5,8 GHz, 4,6 sur les cœurs efficientes, enfin, c'est juste ultra violent. Donc moi, ce CPU en synthétique, les gars, j'insiste, ça suffira à quasiment tout le monde. Comparativement au 12600K que je vous mettais en avant dans toutes les configs avec le 12004, il y a encore de ça pas si longtemps, on vient de gagner 30% de performance en synthétique en moyenne. Je sais pas si vous voyez un peu la différence, mais c'est impressionnant. Et ça les gars, vous pourrez aller streamer, vous pourrez faire du rendu, vous pourrez faire du montage, et vous vous positionnez finalement entre le 12700K et le 13900K de la gêne d'avant. Donc même si celui-là il est un peu moins performant et qu'on est sur un 12700K, mais pour le prix, j'en perds les mots parce que c'est vraiment incroyable. En synthétique les gars, j'ai rien à dire. Autant qu'en gaming, on peut rester un peu en retrait en se disant 1%, 5%, bon, c'est pas vraiment impressionnant tant qu'on m'aura pas amené... Ah là, on a au moins 15% de performance en plus, bon, voilà, ça reste pas non plus... Mais là, les gars, clairement, en synthétique, c'est juste une grosse dinguerie. Arrivera justement le moment de l'overclocking. En overclocking, comme je vous ai dit, on a un gain de perf aussi non négligeable. Il est annoncé à 5.1, on peut le monter jusqu'à 5.8 all-core. Si on veut vraiment être stable, moi j'ai réussi à le monter à 5.7 sans trop de problème. 4,5 GHz et corps efficiente. Là aussi, on a un gain de perf non négligeable. Et là, les gars, par contre, Artung bicyclette la consommation. Parce que c'est vrai que là, on n'en a pas forcément parlé, que ce soit en gaming, en rendu, etc. Les températures et les consommations. Et là, par contre, en overclocking, les gars, ça s'envole. La conso, du moment où vous l'overclockez, elle décolle. Genre, on monte à 250 plus en termes de watts. J'ai vu des 280, j'ai quasiment vu du 300 watts. Et là, pour un i5, tu te dis, ouh. Alors, c'est que en overclocking, hein, j'insiste, quand vous voulez vraiment taper dans le CPU. A l'inverse, il va être moins chaud que les i9, puisque à la base, il a moins de cœur et il est moins puissant en termes de watts. En termes de rendu, même s'il était annoncé à 180 watts, j'ai plus vu du 150, 160 watts de conso en moyenne. Je peux pas dire que c'est bon ni mauvais, je dirais que c'est dans la grande moyenne. Après, il faut juste repositionner que face à un 7950X,
qui lui vient consommer de souvenir 180-190 watts, il est un peu en mauvaise position. Donc je dirais que dans le rapport performance watt, pas forcément les meilleurs, les Intel. Par contre, en rapport performance prix, ils sont impressionnant. Donc en vrai, il va falloir faire une décision entre les watts et le prix. Hein. Mais en vrai, 150 watts et les températures, je dirais entre 65 et 75 watts en bench, entre 55 et 60 degrés en jeu, et encore des fois on descend plus bas. Bon voilà, c'est pas non plus impressionnant. En gaming, les gars, la consommation elle est largement retenue. Hein. Sur une 6900 XT, on est à 70 watts. Alors peut-être que si, comme je vous ai dit, vous mettez une 4090, on montera à 90 watts, mais en vrai ça reste ok. Quand je me souviens que certains Ryzen, les 5000 les gars, on pouvait monter à des 90-100 watts de pic en gaming, parce que d'un coup, tu savais pas trop, le CPU il avait envie de faire ce qu'il voulait et monter une pic de tension. Tu voyais 100 watts s'afficher, tu disais tiens. En vrai là-dessus, les Intel sont sûrement plus stables en termes de watts, c'est quand même beaucoup plus agréable. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. Est arrivé le moment de la conclusion de ce 13600K. Vous avez compris que j'étais ultra hype par ce CPU. Que dire hormis bravo Intel pour ce i5. Alors j'ai peut-être beaucoup plus discuté sur le 13900K parce que celui-ci a 2-3 problèmes de température et de consommation. Alors c'est assez rigolo les amis, hein, parce que j'ai un peu cette impression, là je sais pas le procès du 13600K que je fais, mais j'ai un peu cette impression que ce soit chez AMD ou chez Intel, t'as un peu le choix sur les plus gros processeurs entre la peste et le choléra, hein. Entre un qui monte à 95 degrés, on te dit c'est normal, et l'autre on va te dire bon bah t'es à 85 degrés et tu consommes 300 watts. Bon, dans tous les cas les gars, le 13600K, lui, a une consommation retenue, 150-160 watts, c'est plutôt pas trop mal, avec des performances qui sont juste incroyables, du même niveau que l'ancienne génération et des CPU les plus hauts de l'ancienne génération, hein, 12900K, 5950X dans tout ce qui est synthétique, c'est juste impressionnant. Alors, je vais peut-être le remettre encore une fois les gars, mais ce CPU est sûrement pas destiné à du gaming, j'insiste, je le vois plus pour du professionnel déjà. Si vous avez envie de partir sur un CPU gaming, un 12400 sera amplement suffisant. À moins que vous voulez partir sur une très grosse carte graphique, hein. Là on parle de tout ce qui est au-dessus des 3090, 3090 Ti, 4070 Ti, 4080, 4090, 7900 XT, 7900 XTX, pourquoi pas? Et encore, j'ai du mal à me dire qu'on ait besoin d'un tel CPU pour du jeu. Il est vraiment trop performant pour ça. Et derrière, pareil, niveau carte mère, favorisez sûrement plus du B660 ou du B760, pourquoi pas, si vous en trouvez pas cher. Attendre que peut-être la gêne descende. On sait que les prix viennent d'arriver, elles viennent de sortir, donc elles vont descendre au fur et à mesure, mais pourquoi pas voir des prix de plus en plus bas sur les B760. Voilà, en fonction, elles vont remplacer petit à petit les B660. Mais si on doit favoriser un prix, je partirais là-dessus. Côté DDR5, les gars, c'est toujours le même constat. Hein. Sur ce genre de configuration, la DDR4 est à favoriser. Si vous pouvez, sur tout ce qui est entrée de budget, bon ben voilà, vous pouvez taper dans de la DDR4, ça marchera très bien. Encore une fois, si vous voulez aller sur de la grosse carte graphique, il va falloir pas être bottleneck non plus au niveau de la RAM, donc taper sur de la RAM haute fréquence, et là on tape au minimum sur du 6400, C32, C34, au minima des minima, et voire même pour du 7000, et là on monte très vite dans le budget. Donc sur le CPU en lui-même, les gars, je peux que lui donner le JIT Gold, parce que il est plus perf que tous les autres en gaming, il est aussi perf que tous les autres en synthétique que les CPU qui étaient bien au-dessus de lui dans la gène précédente. Donc là-dessus, c'est rien à dire. Par contre, faites bien attention au choix de votre configuration en fonction de ce que vous voudrez avec ce CPU. Bien choisir la carte mère, bien choisir la RAM, parce que ça peut très vite monter, et ça va vraiment être en fonction des utilisations, de la carte graphique, du processeur, carte mère et RAM. C'est vraiment des choix qui sont cruciaux. Bon et ben voilà les potes, je pense qu'on a fait le tour. Alors encore une fois, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. N'oublie surtout pas de me dire quel CPU tu veux qu'on teste au prochain coup, 13900K, 13700K, 13500, 13400, voilà, en fonction. Dites-moi aussi pour les Ryzen, en fonction de comment vous voulez qu'on s'organise, il y a encore pas mal de choses à faire. J'avance petit à petit, je repars avec plein de tests, hein. J'ai aussi les cartes graphiques à rattraper. Donc voilà, on avance petit à petit, l'oison fait son nid, j'avance petit à petit. Encore une fois, désolé du retard et merci de m'avoir suivi jusque là. On mettra le hashtag écharpe, parce que l'écharpe d'Intel est genre trop cool. Et ça permet de pas tomber froid. Ne pas oublier les gars, on est encore en hiver, et il va faire sûrement froid au mois de février. Allez, c'était Jigfio, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.